Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre quelles sont les perspectives du secteur des crypto-actifs en France en 2023. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela, dans un instant, sur le plateau de Smart Patrimoine, Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse, ce qui nous amènera notamment à évoquer la stratégie de CoinHouse en matière de Web3. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'épargne salariale et notamment au dispositif qui permettait jusqu'à fin décembre 2022 un déblocage anticipé de son épargne salariale dans une limite de 10 000 €, un dispositif pour faire face au sujet pouvoir d'achat ou inflation en 2022, pourtant assez peu utilisé. Nous demanderons donc à Catherine Peylenic, directrice générale d'Epsens, mais aussi à Pierre Havet, délégué général de Fondact, pourquoi finalement ce dispositif a été assez peu utilisé. Et nous nous demanderons toujours comment démocratiser un petit peu plus l'épargne salariale. Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quelles sont les perspectives pour l'écosystème crypto français en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le CEO de CoinHouse. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année qui s'ouvre pour le secteur crypto français. Une nouvelle année qui a commencé avec de la réglementation, un peu plus de réglementation, notamment avec des discussions en cours, puisqu'il y a eu un texte qui a été adopté le 25 janvier dernier à l'Assemblée nationale qui renforçait les obligations qui concernent les PSAN, donc les prestataires de services en actifs numériques. Il y a encore des discussions à ce jour. Alors c'est plutôt porté par un sénateur, Hervé Moret, pour peut-être revenir sur la possibilité d'un agrément PSAN obligatoire. On rappelle qu'il y a au niveau de l'AMF un enregistrement PSAN dont CoinHouse fait partie, détenu par CoinHouse, c'est ensuite un agrément PSAN. Il n'y a aucun agrémenté PSAN aujourd'hui en France. Cette évolution, ce renforcement de la réglementation intervient après l'affaire FTX fin 2022. Est-ce que cette nouvelle réglementation est une bonne nouvelle pour le secteur, Nicolas Louvet ? Pas forcément, elle n'a pas énormément à voir avec l'affaire FTX qui est vraiment décorrélée. Je pense que c'est une volonté aussi de la part de certains acteurs, notamment des députés, de réagir et de trouver une façon en fait de pouvoir montrer qu'il y a une prise de conscience avec cette demande qui n'a finalement à nouveau pas vraiment à voir avec un acteur américain ou international non enregistré en France, qui de toute façon exerçait en France en passant par le principe de la reverse solicitation, c'est-à-dire le principe que n'importe qui peut finalement le découvrir sur Internet, en entendre parler et devenir client. Et donc finalement cet acteur qui en plus fait visiblement l'objet de tout un mécanisme frauduleux dans son organisation, son fonctionnement, sa gestion en fait des cryptos, de ses services, n'aurait même en étant français n'avait pas de toute façon les moyens nécessairement d'être agréé, ni même peut-être d'être enregistré puisqu'il ne l'était pas. Je vois pas vraiment le lien en fait entre l'un et l'autre. Il y a vraiment d'un côté une fraude et un acteur étranger qui sortait de toute façon du périmètre européen, et de l'autre côté la volonté de renforcer un texte, alors même qu'il y a un cadre qui arrive, qui est le cadre européen de MiCA, et donc c'est pas vraiment la bonne réponse. Donc, si je vous suis, c'est qu'il y a peut-être un peu de communication politique là-dedans, plus que de réelle action sur le secteur crypto ? En tout cas, de la part de certains acteurs publics et notamment de certains députés, pas seulement d'ailleurs des députés français, mais des députés aussi, ça s'est retrouvé en fait dans des discussions au niveau européen, au Parlement européen, on a vu qu'il y avait la volonté de réagir. Et donc le sujet de la régulation, certains ont dit il faut maintenant, MiCA est déjà trop vieux, il faudrait faire un MiCA 2, donc faire encore évoluer le texte par rapport à MiCA. Alors que MiCA n'est pas encore en exercice pour le coup. Donc, je pense que dans tous les cas, il y a une réaction
qui est pas proportionné et qui n'est pas adapté non plus, parce qu'on parle de toute façon d'un acteur qui n'était même pas enregistré, aurait été encore moins agréé, et à nouveau, qui en plus est l'objet d'une fraude, et le texte, même l'agrément, il va... Enfin, de toute façon, si vous avez constitué votre société autour d'une fraude, on l'a vu dans le secteur bancaire, vous avez beau être agréé, ça ne changera rien. Si vous avez délibérément décidé de frauder, vous pouvez frauder, et après, il vous en coûtera ce qui vous en coûtera, mais c'est pas parce qu'on a écrit un texte qu'on arrêtera nécessairement la fraude. Donc le jugement là était pas forcément le bon. Néanmoins, je vais quand même apporter une précision. Je pense que dans la logique de l'évolution en fait de nos métiers, on va vers quelque chose qui est proche de l'agrément, qu'il soit MiCA ou PSAN qui est très proche de MiCA, pour tous les acteurs à un certain moment dans le temps. Mais alors pourquoi aujourd'hui on n'a aucun agrément PSAN en France ? C'est parce qu'on attend MiCA ou parce qu'il est trop difficile à obtenir pour... Alors, il a certaines complexités, mais surtout jusqu'à présent, en tout cas de mon point de vue, du point de vue de CoinHouse, jusqu'en mi-2022, il y avait, et je dis bien mi-2022, donc c'est avant l'affaire FTX, etc., il n'y avait aucun intérêt, aucun avantage particulier à être agréé. D'accord. Vous ne gagnez rien de supplémentaire, vous gagnez surtout des coûts, donc en fait c'est des dépenses supplémentaires pour aucun avantage particulier. Néanmoins, je le redis, dans le futur, on devra tous tendre vers quelque chose qui ressemblera à un agrément français, PSAN, ou un agrément MiCA qui sera obligatoire. Donc l'idée quand même de préparer les acteurs en leur disant, bah écoutez, de toute façon, la marche que vous allez passer, c'est pas une marche, c'est un escalier. Essayez déjà de commencer à la préparer en rajoutant des éléments supplémentaires à l'enregistrement, et pas nécessairement une mauvaise chose. Et d'ailleurs, les acteurs enregistrés ne doivent pas pour autant quelque part se reposer en se disant on attendra dans 18 mois. D'accord. Autant préparer quand même assez vite cette échéance, parce que à un moment ça deviendra quand même assez difficile. Il y aura un goulot d'étranglement dans les procédures et auprès des régulateurs. Donc moi j'invite quand même tout le monde à considérer que c'est le sens même de l'histoire et qu'il faut aller dans ce sens. Donc ce qu'a proposé le sénateur en soi est pas complètement inentendable. D'accord. Mais le caler dans le temps, de toute façon, ce qu'il proposait, c'était pas de le faire du jour au lendemain, c'était de le caler sur, je crois, c'était fin 2023, sa première proposition, alors, ce qui me semble assez tôt, mais de dire que de toute façon, il faut que tous les acteurs se préparent à cette étape, et qu'elle doit être phasée, me semble pas complètement une mauvaise chose. On va tous devoir y passer de toute façon, et on ne pourra pas attendre 18 mois pour dire, bah tiens, maintenant, il faut que je m'y mette. Ça demande du temps, c'est assez compliqué, et il faut le préparer. On va évoquer la perspective Web3 prise par CoinHouse dans un instant. Juste avant, si je reste alors sur cette entreprise ou sur ces entreprises qui ont fait faillite, puisque dans le sillage de FTX, il y en a eu d'autres, ça vous a atteint finalement chez CoinHouse, puisqu'il y avait des livrets qui avaient en contrepartie finalement des entreprises qui ont fait faillite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Nicolas Louvet ? Alors on a proposé en fait à nos clients, quelques semaines après avoir dû constater le blocage en fait de leurs fonds bloqués dans les livrets, parce que leur contrepartie n'était plus en mesure en fait d'assurer la liquidité, donc on était obligé de répercuter cette situation auprès des clients. On a proposé en fait une solution de sortie qui a été validée à plus de 98% par les clients. Donc il y a 98% de nos clients qui ont accepté notre protocole et accepté notre solution. 92% d'entre eux ont eu le droit à un remboursement à 100% intérêt inclus. D'accord. Qui a été effectué le 4 janvier. Donc ils ont par déjà... CoinHouse, alors que les fonds sont toujours bloqués. Voilà, on a procédé par anticipation. D'accord. Quelque part, on s'est mis, pour le coup, entre nos clients et les contreparties, en disant, bah, pour certains de nos clients, on va complètement tout anticiper, on va tout prendre à notre charge, on va donner aux clients, et ensuite ce qu'on va récupérer dans le temps auprès des différentes contreparties, bah, ce sera pour nous, puisque nous on a fait cette avance. Donc ça c'est pour 92% des clients. Il y a un peu plus de 6% des clients qui eux ont eu un remboursement partiel parce que les montants étaient plus supérieurs, et donc bah, eux ils ont déjà été remboursés
partiellement, D'accord. et le reste viendra avec les remboursements qui seront effectués au fur et à mesure que les contreparties retrouveront de la liquidité, soit à l'issue des procédures collectives, de Chapter 11 américain de Genesis, ou d'autres acteurs qui pourront assurer à nouveau de la liquidité. Donc il y aura des fonds qui, donc, de toute façon, être versés, je pense, en 2023 aux clients, et on a plutôt bon espoir que tous les clients puissent récupérer un maximum de leurs fonds. On a déjà versé 100% à 92% des gens. J'espère qu'un maximum de personnes pourront toucher jusqu'à, j'espère, 100%. Avec des procédures judiciaires qui peuvent quand même être parfois un petit peu longues. Ça risque d'être assez long, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire ce geste commercial qui est assez unique, de dire nous on a le temps, parce que CoinHouse est là pour durer très longtemps, donc même si ça dure 5-10 ans, ce qui je pense ne sera pas le cas, mais peut-être dans le cas d'FTX, peut-être un petit peu moins dans le cas de Genesis ou d'autres acteurs. Nous, on est en mesure d'attendre et donc de jouer avec justement cette capacité d'avancer les fonds et de pouvoir nous faire payer plus tard. On pouvait se le permettre. Alors ça, c'est volet épargnant particulier, encore que peut-être pas seulement, mais en tout cas en bonne partie. Il y a aussi un volet que CoinHouse veut développer et que je trouve intéressant de mentionner dans cette émission, c'est l'accompagnement des entreprises, cette fois-ci pour aller vers le Web3. Avant de vous demander comment, pour quelles raisons, Nicolas Louvet ? En fait, c'est des demandes qui sont venues par les clients entreprises. Ça a démarré un peu avant qu'on aide Carrefour à rentrer dans Sandbox. D'accord. En l'aidant à acheter un land qu'on a trouvé pour eux et qu'on a conservé d'ailleurs pendant un petit moment. On a accompagné comme ça plus de 18 grands groupes du CAC 40 ou des sociétés équivalentes à acheter un land dans un métaverse, à le conserver, à avoir une approche pour bien le sélectionner, trouver tout le bon modus operandi avec, y compris en impliquant The Sandbox ou Decentraland, dont on connaît bien les équipes. Et en fait, ça a un peu initié les discussions, ça a accéléré les discussions parce qu'on avait quelques discussions avec des grands groupes pour dire, une fois que j'ai commencé à rentrer dans le Web3, j'ai besoin de services. Si je fais un drop de NFT, je risque de recevoir des paiements en crypto. Or, moi, en tant que société du CAC 40 ou même une PME, est-ce que j'ai envie d'avoir de la crypto dans ma comptabilité? Est-ce que je sais la conserver? Est-ce que j'ai pas finalement envie de plutôt avoir que des euros et d'avoir quelqu'un qui est capable de facilement convertir cette crypto en euros et de le faire de façon complètement régulière, c'est-à-dire en étant PSAN, en sachant regarder si les transactions sont bien légitimes, si les gens qui ont payé ont utilisé un wallet qui n'est pas teinté, qui n'a pas fait l'objet au préalable Mais il y a vraiment beaucoup de transactions aujourd'hui sur The Sandbox, sur d'autres métaverses dans lesquels sont présentes les entreprises. Il n'y a pas que dans le métaverse, parce qu'il y a également d'autres plateformes qui se sont mis en place. Le Web3 ne se résume pas juste à quelques environnements. Non, mais c'était l'exemple donné, mais bien sûr. Oui. Mais en fait, c'est parti de là, mais depuis, il y a plein de plateformes avec lesquelles on travaille qui permettent, même OpenSea, vous pouvez, bien sûr, en tant qu'entreprise, développer une plateforme, plutôt minter des NFT et puis et les mettre à disposition. Donc il y a tout un business qui s'est créé autour d'agences, de plateformes. Citer quelques exemples, mais vous avez Aura Blockchain Consortium, vous avez des gens comme Ariani et tout un tas d'autres acteurs qui se positionnent vis-à-vis des grands groupes, qui sont capables de leur mettre à disposition des plateformes pour distribuer des NFT, pour développer des nouveaux services autour de la crypto. Et ils ont besoin de partenaires qui sont capables de gérer ces wallets, de gérer la conversion crypto-euro très facilement, de le faire en appliquant tout un tas de procédures pour comprendre l'origine des fonds et s'assurer qu'à nouveau les fonds soient complètement légitimes. Et c'est tout le savoir-faire de CoinHouse. Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur le dispositif mis en place jusqu'à fin 2022, un dispositif exceptionnel qui permettait un déblocage exceptionnel de certains fonds sur un plan d'épargne salariale jusqu'à 10 000 €
pour pouvoir faire face à des problématiques de pouvoir d'achat, notamment en lien avec l'inflation, un dispositif qui a finalement été assez peu utilisé. Et pour cela, nous avons le plaisir d'en parler sur le plateau avec deux experts de l'épargne salariale. Nous avons donc tout d'abord le plaisir d'être accompagnés par Catherine Peylonic. Bonjour Catherine Peylonic. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale d'Epsens. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Pierre Havet. Bonjour Pierre Havet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes délégué général de Fondacte. Nous allons commencer avec vous, Catherine Peylonic. 2022, une année exceptionnelle pour ne pas dire record en matière d'épargne salariale. Je lisais à peu près 170 milliards d'euros déposés sur des supports d'épargne salariale. Sur ces 170 milliards d'euros, on comptabilise 1,1 milliard d'euros débloqués de manière anticipée, alors même qu'en 2022, justement pour faire face à l'inflation, pour faire face à la perte de pouvoir d'achat des ménages, un dispositif avait été mis en place par le gouvernement, cette possibilité de pouvoir débloquer de manière anticipée, sans payer les cotisations sociales associées, jusqu'à 10 000 euros, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. On se rend compte finalement qu'il n'y a pas eu tellement plus de demandes en 2022 que les autres années. Comment est-ce que vous l'interprétez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, d'abord, on n'est pas forcément étonné. Quand je dis nous ne sommes pas forcément étonnés, ce sont les professionnels. Et je pense que Pierre me rejoindra sur le sujet par ce faible succès. D'accord. En même temps, on est ravis que l'épargne salariale ait eu quelque part un peu son halo de lumière à l'occasion de cette nouvelle. Mais on voit bien que l'épargne salariale, c'est considéré comme une épargne longue et donc pas forcément adaptée à des nécessités liées à des problèmes de pouvoir d'achat, j'allais dire plus conjoncturels. D'accord. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'inflation et que le but c'est de lutter contre l'inflation. Qui dit inflation dit des remontées des prix, nécessité de sauvegarder le pouvoir d'achat, nécessité d'épargner. On sait que les taux d'épargne en France, je crois, n'ont jamais été aussi hauts puisqu'on dépasse les 17%, bien sûr, alors qu'on était à un peu plus de 14% avant la crise sanitaire. Donc ce taux d'épargne est resté très élevé. Ce n'est pas cette mesure de déblocage anticipé, pas plus que les précédentes, qui avaient eu peu de succès également, mais celle-ci en a encore moins, puisque je crois qu'en 2004, il y avait eu 8 milliards d'euros de débloqués. En 2008, 4 milliards d'euros. En fait, ça n'arrête pas de diminuer avec, en ce qui nous concerne, moins de 4 000 euros débloqués par personne. D'accord. Donc bien loin du plafond de 10 000 euros dont vous parliez tout à l'heure. Donc on préfère garder, même dans un contexte inflationniste où on peut avoir il y a des questionnements sur le pouvoir d'achat, il y a eu on a pu lire dans la presse ou voir effectivement des négociations en matière de salaire ou autre, mais son épargne salariale, on préfère la garder placée. On préfère la garder ou de toute façon on a la possibilité d'en disposer. Vous savez que 60% à peu près de l'épargne salariale est disponible. Bien sûr. Aujourd'hui, donc vous n'avez pas besoin de recourir à une mesure de déblocage exceptionnelle anticipée. Oui, parce qu'on vient débloquer celle qu'on avait placée avant, bien sûr. Oui. Exactement. Si vous êtes chômeur, vous n'avez pas forcément d'épargne salariale débloquable. Donc, bien sûr. Il y a toute une catégorie de la population aussi qui n'est pas concernée. Et puis, comme les Français épargnent, ils n'épargnent pas que sur leur épargne salariale. On sait qu'il y a le livret A, qu'il y a les comptes de dépôt. Donc, il y a aussi d'autres possibilités d'épargne plus liquides facilement. Et moins risquées quand vous êtes investi sur des marchés boursiers, par exemple. Au vu de la volatilité de ceux-ci, c'est peut-être pas le moment idéal pour sortir. Et il faut peut-être mieux garder votre épargne salariale. Parce qu'il y a peut-être un sujet aussi en lien avec la performance des marchés financiers à la même période. Bon, on y reviendra, mais voilà. Pierre Havet, juste avant, de manière générale, vous constatez finalement un faible taux de déblocage anticipé par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre, étant donné qu'on facilitait en tout cas cette possibilité. Ça ne vous a pas étonné? Pas du tout. Non. Absolument pas. Non, je souscris totalement à ce qui vient d'être rappelé. Tous ces chiffres sont complètement exacts. Il y a déjà eu 4 essais auparavant dans les 20 dernières années, et ça s'est toujours soldé par des résultats que je qualifierais de pitoyables. D'accord. Donc, c'est pas la méthode. C'est juste pas la méthode pour relancer le pouvoir d'achat et pour combattre l'inflation. Donc, assez clairement, il faut aller sur d'autres chemins. Et en plus, cette fois-ci, on a voulu éviter certains effets d'aubaine qui s'étaient produits au tournant des années 2010 et juste avant ou juste après, où les gens avaient réinvesti immédiatement les sommes débloquées. Et donc on a mis en place une démarche bureaucratique pour que les personnes qui débloquaient leur intéressement, leur participation, les sommes de leur épargne salariale, conservent les factures des achats de biens et services donc à disposition du fisc. Bon.
moi je veux bien, mais... ça rajoute une complexité qui fait ça qu'on n'a pas rajoute forcément une- envie d'aller chercher l'argent à cet Exactement. endroit-là. C'était pas forcément ce dont on avait besoin. Donc, très clairement, il faut peut-être qu'on en revienne aux vraies valeurs de l'épargne et de l'actionnariat salarié, aux vraies valeurs que nous, on défend. C'est-à-dire qu'on défend que les entreprises s'intéressent au partage de la valeur au bénéfice de leurs salariés. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est du moyen ou du long terme. Et une grosse partie de l'épargne salariale dont bénéficient les salariés français, qu'il s'agisse d'épargne salariale sur les P2E ou qu'il s'agisse de plans d'épargne retraite, c'est une épargne c'est peut-être la seule épargne même que les gens peuvent avoir et conserver jusqu'au moment où ils prendront leur retraite. Ça fait écho avec certains sujets Bien sûr, qui se discutent en ce moment. totalement d'actualité, c'est sûr. Exactement. Donc l'épargne salariale reste et restera, selon vous, une épargne de moyen-long terme. Ah bah oui, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça, en sachant que les gens qui ont besoin de l'argent, je crois que Catherine y a fait allusion à l'instant, les gens qui ont besoin de l'argent au moment de la distribution, de la participation ou de l'intéressement, ils peuvent faire un choix qui est tout à fait légitime. C'est de le toucher. L'argent Bien sûr, immédiatement. oui. Et de prendre cet argent, et pour une large partie des gens qui le font, qui plus est, de le faire sans imposition. Catherine Peillenic, je voudrais revenir effectivement sur ce sujet. Alors effectivement, donc vous l'avez mentionné, quand il y a une proposition donc d'intéressement ou de participation, on peut choisir de le toucher directement ou de le placer sur des supports donc d'épargne salariale. Et ensuite, ça peut être placé avec une exposition plus ou moins forte au marché financier. Est-ce que la performance des marchés financiers peut venir expliquer finalement à la période où on pouvait débloquer donc de manière anticipée, à savoir sur cette fin d'année 2022, peut venir expliquer le comportement du déblocage ou non, ou ça reste à la marge finalement de... Je pense que ça reste à la marge, comme le disait Pierre. Je pense que maintenant, il y a une véritable conviction selon laquelle l'épargne salariale, c'est une épargne longue, c'est une épargne pour préparer, en tout cas, qui a vocation à préparer sa retraite, ou en tout cas des projets. Oui, mais ça peut être une résidence principale, l'achat d'une résidence principale. Voilà. C'est un cas de déblocage anticipé. Absolument. Donc, des vrais projets, mais des projets qui ne sont pas un projet à 15 jours. Donc, je crois que c'est vraiment... c'est beaucoup plus ça, la motivation, que, effectivement, les marchés financiers. Après, les marchés financiers, la volatilité fait que si on n'avait pas forcément besoin de cet argent, on avait peut-être plutôt tendance à se dire que ce n'était pas le meilleur moment pour sortir. Voilà. Mais c'est à la marge. Pierre Havet, vous mentionniez le sujet de partage de la valeur. Est-ce qu'on peut s'attendre, en lien avec l'inflation, à voir notamment, par exemple, un peu plus d'épargne salariale proposée aux salariés, plutôt que d'avoir des augmentations de salaire, par exemple? Alors, qu'on voit l'épargne salariale prospérer dans les entreprises, c'est évidemment quelque chose que nous sommes, je pense, mes collègues comme moi, on est évidemment très favorable à ça. Bien sûr. On espère que ça va se passer. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que l'épargne salariale, c'est une partie du sujet, et il y a une deuxième partie du sujet qui est la loyale ou la juste rétribution dans l'entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on s'en aille dans un mauvais chemin qui consisterait à dire qu'on va tout régler des problèmes de compensation de l'inflation ou de niveau de rémunération juste par du partage de la valeur ou d'épargne salariale. Donc les deux sont tout à fait distinctes. D'accord. Et les négociations annuelles obligatoires existent en ce qui concerne les rémunérations. Et le dialogue social, il est aussi alimenté par la mise en place des plans d'épargne, intéressement ou participation. Qui pour le coup, intéressement et participation, sont des mécanismes de partage de la valeur qui fonctionnent très bien. Exactement. Exactement. Ce sont des mécanismes de partage de la valeur qui ont, encore une fois, un avantage, c'est qu'ils ne remettent pas en cause les équilibres économiques de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une année prospère, vous distribuez de l'intéressement ou de la participation, vous avez une année un peu moins favorable, plutôt éventuellement que de raboter sur votre masse salariale, donc éventuellement de licencier des gens, vous pouvez tout bêtement compresser un petit peu l'épargne salariale, les sommes que vous distribuez au titre de l'épargne salariale, parce que tout simplement vous avez vu votre résultat lui-même se compresser. Catherine Peillenic, alors là, effectivement, on faisait un bilan de ce dispositif spécifique en 2022, mais 2023 s'ouvre. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'épargne salariale en 2023 ? Alors justement, pour rebondir sur ce que disait Pierre, il y a certainement
un segment d'entreprises sur lesquelles l'épargne salariale est encore trop peu distribuée, ce sont les petites entreprises, les toutes petites entreprises. Avec ce sujet, alors peut-être à tort, mais où on pense que c'est plus complexe parce que c'est porté directement par le dirigeant de mettre ces dispositifs en place. Alors, c'est plus complexe si on ne lui simplifie pas les choses, d'où la nécessité d'être très pédagogue. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a créé un site qui s'appelle l'Essentiel par Epsens, pour que les petites entreprises comprennent que pour fidéliser leurs collaborateurs, pour en recruter de nouveaux, et ou pour optimiser son patrimoine, ce qui est souvent le cas dans les toutes petites structures, l'épargne salariale est un outil Bien sûr, étonnant et très appréciable. Après, quand vous voyez qu'il y a, je crois, moins de 15% des entreprises de moins de 10 salariés qui sont dotées d'un dispositif d'épargne salariale, il y a une vraie nécessité d'intégrer aussi tous ces salariés, parce que ces petites entreprises ont peut-être vocation aussi à devenir plus grandes. Bien sûr, oui. Et puis il n'y a pas de raison que ces salariés soient laissés pour compte, en quelque sorte. Et là, je pense qu'il y a nécessité de se rendre compte que c'est très facile, que l'intéressement, c'est quelque chose qui peut être mis en place même quand on ne fait pas encore de bénéfices, a fortiori des bénéfices qui rentrent dans le calcul assez abscon de la réserve spéciale de participation. Et donc, il faut, je pense, simplifier tout cela, et il y a un vrai sens à pouvoir porter la bonne parole, faire un peu de prosélytisme sur l'épargne salariale dans ces petites entreprises. Pierre Havet, 2023, ce sera l'année du coup des petites et moyennes entreprises en matière d'épargne salariale. C'est peut-être un vœu pieux encore aujourd'hui. Non, j'espère que non. Enfin, bon, en tout Vous cas, espérez que non, pour que ce soit un vœu pieux? Non, mais je pense que Catherine me l'a pris, cette idée des PME, des ETI, mais tout simplement parce qu'on est dans le même combat et que clairement, il y a aussi des ambassadeurs à l'épargne salariale. Bien sûr, vous en avez reçu sur ce plateau. Bien sûr, régulièrement, oui. Assez régulièrement, dont un avec moi la dernière fois que je suis venu. Donc clairement, les ambassadeurs sont là aussi pour faire un peu de prosélytisme, ou même pas mal de prosélytisme en direction des TPE et des PME. Donc on va dire que, espérons que 2023 ou 2024 seront les années de ce prosélytisme, du fait qu'on va dépasser ce mauvais chiffre que rappelait Catherine à l'instant. C'est vrai que c'est pas admissible qu'on ait d'un côté 10 ou 15% des entreprises équipées et que dans les plus grosses, on soit plutôt à 85 ou 90%. Il y a quelque chose à corriger, clairement. Et l'explication, c'est juste cette complexité mise en avant, ou le fait que le décideur est celui qui, en même temps, décide pour tout. Oui, tout à fait. Il est un peu, excusez l'expression, un peu au four et au moulin. Bien sûr, oui. Il est DRH, mais il n'est pas que DRH. Évidemment, il est patron, il dirige le business, il est souvent directeur financier. Et il ou elle, d'ailleurs. Voilà, il a beaucoup de choses à s'occuper, et le but, c'est de lui rendre la démarche la plus simple, la plus compréhensible et la plus rapide possible. Il y a l'histoire aussi, vous savez. Les grandes entreprises, elles ont commencé un peu avant, elles ont un coup d'avance. C'est assez normal. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Havet, délégué général de Fondacte. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Havet. Merci également, Catherine Peillonic, directrice générale d'Epsens. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.